Je dirais qu'elle peut nous transformer. Je ne sais pas si elle nous transforme déjà, mais il y a des risques qu'elle nous transforme. Alors pour ça, il faudrait qu'on puisse se pencher sur ce que nous sommes nous-mêmes. Mais disons que la Chine a une telle volonté politique aujourd'hui, en tout cas le Parti communiste chinois, qui représente quand même 90 millions de personnes, a une telle volonté politique d'imposer ses mots d'ordre, alors même que nous sommes plutôt dans une phase de retrait et de prudence quant à ce que nous voulons et ce que nous sommes, qu'il y a un risque que le Parti communiste puisse nous imposer ses mots d'ordre et puisse changer nos comportements et faire en sorte que certaines des choses qui nous sont chères soient abandonnées sous l'effet de sa volonté, de sa propre volonté. Et puis, ce dont nous nous apercevons aujourd'hui, c'est que la normalité chinoise n'est pas notre normalité. Mais néanmoins, la Chine aujourd'hui est dans une dynamique d'expansion, elle est dans une dynamique de puissance, elle souhaite devenir la première puissance mondiale à l'horizon de 2049 pour le centenaire de la victoire du Parti communiste chinois. Et donc, elle a intérêt à diffuser cette normalité. Et ce faisant, elle transforme les paramètres qui nous ont formatés jusqu'ici. Est-ce qu'on ne doit pas accepter l'autre en partie pour vivre ensemble ? Alors, c'est toute la question, je dirais presque, des négociations commerciales actuelles entre la Chine et les États-Unis et dont l'Europe suit le processus avec beaucoup d'attention. C'est que, effectivement, les produits véhiculent également des idées, des concepts, des visions du monde. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus exposés à ces visions chinoises. Ce que nous réalisons, et nous le réalisons par exemple à travers l'expérience de Huawei actuellement, c'est que ces visions sont fort différentes entre les Chinois et nous-mêmes. Et donc, à terme, elles sont susceptibles de mettre à risque nos propres visions. Et notamment, par exemple, prenons le contrôle des données. C'est évidemment l'enjeu de la négociation avec Huawei. Et donc, il est indispensable non seulement que nous nous ouvrions et que nous connaissions ces visions chinoises, mais il est également indispensable que les Chinois respectent nos propres visions. Et c'est ça où il doit y avoir une discussion, et on espère que cet exemple nous fournira l'opportunité d'une discussion de fond qui permettra à chacun de comprendre où se fixe la ligne rouge de l'autre. Mais alors, on peut peut-être l'apprendre d'une autre façon, vous voyez, parce que pendant longtemps, on a pensé, au fond, que la Chine, sous l'effet de son développement économique, allait devenir une démocratie, au fond, comme les autres. Donc c'était certes une vision qui était peut-être généreuse, mais ce n'était pas une façon d'accepter la Chine telle qu'elle est, en fait. Donc le fait d'essayer de décrire la Chine telle qu'elle est, en dehors de ce que nous voudrions que la Chine soit, et de nommer les choses aussi précisément que possible, ce qu'on essaye de faire dans ce livre, c'est une façon d'accepter la Chine. C'est une façon d'accepter la Chine telle qu'elle est, au moins dans sa manifestation la plus concrète, disons, vous voyez. Donc pendant longtemps, en fait, on a pris peut-être nos désirs pour la réalité à l'égard de la Chine. Et aujourd'hui, on est bien obligé d'être plus modeste que ça et de se dire qu'on accepte la Chine telle qu'elle est. On l'accepte déjà intellectuellement, quoi. C'est-à-dire que dans ce que dit le Parti communiste chinois, il faut le prendre au sérieux, ça ne va pas disparaître. La volonté de revanche sur les humiliations, la volonté, par exemple, de réintégrer Taïwan au sein du territoire chinois, tout ça, il faut le prendre au sérieux. On ne peut pas faire comme si c'était simplement du discours. C'est quelque chose qui implique une politique concrète. Et donc voilà, accepter la Chine, c'est aussi la regarder telle qu'elle est, dans ses discours parfois les plus dérangeants pour nous. Alors, il y a deux raisons, à mon avis, principales. La première raison, c'est que les États-Unis sont nos alliés. Depuis plusieurs décennies, nous sommes partenaires à la fois économiques évidemment, mais également sécuritaires au sein de systèmes d'alliances dont la densité n'est plus approuvée. Donc c'est le premier point, ce qui n'est évidemment pas le cas avec la Chine. Le second point, c'est que la façon de travailler et la vision précisément des Chinois
chinois est très différente de notre vision. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a non seulement des répercussions civiles, mais également des répercussions militaires de ces contrôles de données. Et donc, il y a là un motif de préoccupation majeure. Et puis, enfin, les États-Unis ne sont pas une puissance parfaite, certainement pas, ne sont pas non plus une démocratie parfaite, mais il y a néanmoins des contre-pouvoirs qui permettent, s'il y a des excès un peu trop visibles, d'y mettre un terme et de les discuter, ce qui n'est pas le cas non plus avec la Chine, et c'est peut-être aussi ce qui doit nous préoccuper. Donc ce sont autant de raisons qui font que le dialogue est un dialogue difficile avec nos partenaires chinois. Mais si vous voulez, on est là dans une situation très paradoxale et on voit à quel point nous nous sommes laissés prendre dans certaines illusions, voire une certaine naïveté. On est aujourd'hui, et certaines entreprises françaises, je pense à Bouygues, je pense à SFR, sont dépendants des infrastructures procurées par Huawei, et puis en même temps, certains centres de recherche, je pense aux accords de coopération qui viennent d'être signés entre Huawei et l'école polytechnique, on est évidemment qui vont produire, si vous voulez, de nouvelles normes et de nouvelles technologies. Ces accords de recherche, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, il est évident que le gouvernement est au courant de ces accords de coopération. C'est une bonne chose. Bon, quand il va y avoir une production, est-ce qu'on va la condamner parce qu'elle vient de Huawei, ou est-ce qu'on va au contraire la mettre en œuvre, et auquel cas risquer éventuellement, je dis bien, risquer de passer sous un certain contrôle, un niveau de contrôle chinois. Donc on voit bien à quel point cette question technologique, cette question de technologie duale est sensible pour nous, et à quel point nous sommes arrivés à la table des négociations mal préparés et dépendants finalement de l'argent chinois, puisque tout ça se résume aussi à des questions financières qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui ont une certaine antériorité et qui aujourd'hui sont tout à fait sensibles, et qui montrent le peu d'options que nous avons face à cette déferlante financière, technologique et politique chinoise. Et la Chine nous envoie des signaux très contradictoires, à la fois très positifs et encourageants, et puis en même temps des signaux lourds sur ses intentions de puissance qui ont de quoi nous alerter, effectivement. Et donc, à la fois, on a envie d'être ouvert et accueillant, un peu naïf, diront certains, ou déploreront certains, et en même temps, la réalité nous rappelle que derrière ce discours, il y a aussi des intentions, et que ces intentions pourraient nous être tout à fait préjudiciables et aller à l'encontre non seulement de notre bien-être, mais de ce qui nous constitue. Et c'est ça aussi. Et nous, ce qu'on appelle vraiment de nos voeux, c'est des discussions, puisque, on le disait tout à l'heure, deux mondialisations rivales, une mondialisation occidentale et une mondialisation chinoise, ne sont pas la solution. Évidemment. Et donc, il faut impérativement qu'on arrive à harmoniser les points de vue, qu'on arrive à respecter les points de vue des uns des autres. Mais pour cela, il faut d'abord se connaître. Et l'objectif, c'était d'abord de dire, voilà ce qu'est la singularité chinoise.